sur Gay Afrique Télévision. Vous faites bien. Mesdames et messieurs, bienvenue sur la chaîne panafricaine. Aujourd'hui, nous allons une fois de plus revenir sur tous ces sujets, toutes ces questions aujourd'hui qui défraient la chronique en ce qui concerne la sécurité de la population et ses biens en province du Nord Kivu. Et mesdames et messieurs, ça tombe dans un contexte beaucoup plus particulier où nous faisons face à une guerre d'agression. Les Rwandais toujours pointés du doigt par le gouvernement congolais, d'autres vont plus loin en citant même l'Ouganda, et derrière, il y a toutes ces puissances qui sont en train d'appuyer ces deux pays. Alors, le gouvernement provincial qui prend toujours des mesures pour endiguer cette situation. L'insécurité urbaine aussi en ville de Goma, serrée, je dis bien serrée, liée au phénomène aujourd'hui que nous observons, la circulation des armes, comme ça s'est fait, les Ouazalendo pointés du doigt. Alors aujourd'hui, il y a une différence qu'il faut faire entre les faux et les vrais Ouazalendo. Je ne vais pas en parler beaucoup plus parce que je reçois aujourd'hui Christophe Mouissa. Il est aujourd'hui, il est toujours avec nous pour apporter des analyses ici sur Gay Afrique Télévision. Christophe, je vous reçois. Bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour également à l'ensemble de tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers la chaîne panafricaine Gay Afrique Télévision. Un panafricain avec qui, mesdames et messieurs, nous allons justement aborder toutes ces questions. Qu'est-ce que nous devons retenir justement de ces communiqués du gouvernement provincial, surtout en parlant des vrais et les faux Ouazalendo. Est-ce qu'ils existent réellement? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Christophe Mouissa, pour commencer, les Ouazalendo. Et ça, c'est toujours un phénomène, permettez parce que ça prend de l'ampleur, toujours un phénomène sur qui la population congolaise peut toujours espérer. Bon, vous savez que dans tous les services de renseignement ou de sécurité, il y a toujours ce qu'on appelle des brebis galaises. Et aujourd'hui, la ville de Goma ou la province Nord Kivu fait face aussi à de tels cas, si on peut faire une certaine similarité avec la situation telle qu'elle se passe. Parce que cette province, elle est en proie à des violences depuis près de 30 ans aujourd'hui et nous n'avons toujours pas la possibilité ou la politique, la stratégie politique d'endiguer cette insécurité. Et cette insécurité vient de plusieurs dimensions. Il y a des problèmes endogènes et il y a également des problèmes exogènes. Oui. Quand je parle des problèmes exogènes, nous voyons tout cet envahissement des velléités expansionnistes des pays voisins, notamment le Rwanda et l'Ouganda, qui veulent à tout prix s'accaparer d'une bonne partie du territoire national pour concrétiser ce qu'on appelle la balkanisation, en fait de créer ce qu'on appelle l'empire Hima-Tutsi, ou les Tutsi-Land, comme on le dit en anglais. La deuxième catégorie, c'est la catégorie où soit le problème exogène, c'est aussi cette façon de s'organiser en termes de groupes de résistance pour se dire à la fois, nous faisons face à cet envahissement ou à cette propagation venue de l'extérieur et au même moment, il y aurait peut-être des traîtres qui pourraient être en interne et qui collaboreraient avec les envahisseurs qui nous viennent. Et du coup, nous devons nous ranger en ordre de bataille pour faire face à ces deux puissances qui viennent. C'est-à-dire combattre les complices en interne et combattre l'envahissement qui est en train de front au même moment. Et par rapport à ça, malheureusement, comme on ne sait pas comment identifier les complices, parfois on se jette dans des actes de violation des droits de l'homme. Pourquoi? Parce que tout celui à qui il y a ce qu'on appelle la clameur publique, on a tendance à mettre la main sur lui et l'exécuter par rapport à ce qu'on appelle l'exécution extrajudiciaire. Et face à ces problèmes ici, il y a maintenant plusieurs cas de violence. Parfois, ça affecte les communautés, parce qu'il y a certaines communautés qui se disent « nous faisons partie de ceux qui sont venus après l'indépendance ou même après ». Il y a d'autres qui se disent « nous sommes des autochtones, des résistants ». Et nous faisons tout pour que vous ne puissiez pas venir nous dominer. Parce que les mots-clés ici, c'est la domination, c'est l'envahissement, c'est cette imposition de nouvelles communautés dans la zone. Et pour ça, l'autorité, malheureusement, n'a pas si développé une politique de cohésion, une politique de dissuasion pour contrer les gens à vivre ensemble dans une quiétude du fait que nous tous, nous nous retrouvons sur un sol. Nous sommes réunis par les sorts du fait du découpage de la conférence internationale de Berlin, oui, qui effectivement avait énuméré un certain nombre de communautés qui doivent vivre telle ou telle autre part. Mais comme nous sommes en train de les vivre à travers le Congo, il y a toujours eu, après le découpage, c'est une certaine ambiguïté. C'est-à-dire il y a des communautés qui étaient dans un pays
Et après les découpages, la même communauté s'est divisée. Les uns sont devenus par exemple des Congolais et les autres sont devenus des étrangers. C'est le cas par exemple au niveau de l'Équateur, où vous avez les Ngwandais qui sont au niveau de Centrafrique et vous avez les mêmes Ngwandais qui sont au niveau de la RDC. Lorsque vous arrivez en Angola, il y a presque les mêmes communautés qui seraient du côté de l'Angola et qui sont du côté de la RDC. Mais pour les cas des pays de l'Est, c'est là que c'est compliqué. Parce que quand je parle des autres exemples... Vivons les répercussions. Aujourd'hui, les répercussions s'observent. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez par exemple du côté ouest, où vous avez un peuple comme les Bateki, une communauté Bateki, qui est dans 3 pays, dans le Congo-Brazza, la RDC et le Gabon. Mais les Bateki qui sont au Gabon se sentent gabonais et ils se réjouissent de ça. Ceux qui sont en RDC, ils se réjouissent, et ceux qui sont au niveau de Congo-Brazza, ils se réjouissent. Oui. Mais pour les communautés de l'Est, ça paraît compliqué. Vous verrez que les mêmes communautés qu'il y a au Rwanda sont les mêmes communautés qu'il y a au niveau de la RDC. Mais pourquoi ceux qui sont au Rwanda ne veulent pas s'assumer comme tels et ceux qui sont en RDC ne veulent pas s'assumer comme tels? Il y a toujours cette ramification, ce qui crée aujourd'hui de multiples conflits par rapport à cette crise d'identité. Et cette crise d'identité a permis aujourd'hui aux communautés locales qui se sont dit, ces double G ici nous ne les comprenons pas, il faut que nous puissions déjà nous ranger pour que nous ne puissions pas perdre nos terres. Et c'est dans cette logique que vous avez vu plusieurs mouvements à l'époque qu'on appelait les Maï Maï s'est formé pour se dire nous résistons contre l'envahissement. Et c'est dans cette logique que cela a évolué. Depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, à l'arrivée du président Tshisekedi, nous assistons à ce qu'on appelle le Wazalendo, parce que le président de la République, comprenant déjà toute cette historique, il s'est dit il faut qu'on se constitue en des groupes de vigilance, et ces groupes de vigilance qui ont commué, c'est de là que nous allons arriver, qui ont été commués, au lieu de continuer à être considérés comme des groupes armés, comme des groupes maïmaï, le chef de l'État, à travers sa politique, effectivement, de pouvoir constituer, avec sa politique de constituer une réserve de l'armée, on a dit que tous ces groupes-là, qui sont prêts à s'amender, ils doivent venir et ils auront une mesure d'accompagnement et seront appelés les Wazalendo. Alors aujourd'hui, en province du Nord Kivu, comme j'étais en train de le dire, même ici en ville de Goma, il y a une insécurité grandissante. Au même moment, la circulation des armes devient en tout cas une affaire en tout cas quotidienne. Je ne sais pas, le gouvernement provincial qui prend justement des mesures pour tant soit peu réduire cette recrudescence. Alors je ne sais pas comment vous personnellement vous trouvez, parce qu'on dit aux Wazalendo désormais, les vrais doivent rejoindre les forces armées de la République démocratique du Congo sur les lignes de front. Et là, on aura la possibilité ou on aura la facilité de traquer tous les faux. Parce qu'on va contrôler facilement tout ce qui se passe, justement, la circulation des armes entre les mains des civils qui ne sont autres que les militaires. Là, on peut les identifier facilement. Comment vous trouvez cette mesure? Bon, moi, je dirais que l'initiative était bonne, mais qui a malheureusement souffert d'un plan stratégique et des mécanismes d'accompagnement pour y arriver. Oui. Ici, je parle non seulement comme un Congolais, mais aussi comme un scientifique. Parce que lorsque vous commencez de telles initiatives, il faut vous rassurer que cela peut tourner à un certain moment contre vous. Oui. Parce qu'au-delà de toutes les initiatives qui avaient déjà été engagées par le gouvernement congolais en partenariat avec les différentes autres organisations internationales, notamment l'Union européenne, il y avait eu les programmes de désarmement, de démobilisation, de réinsertion. Oui. Mais tout cela n'avait pas abouti. Pourquoi? Parce que les gens ont considéré que la persistance de l'insécurité était tout un business qu'on devrait entretenir pendant longtemps. Et le gouvernement congolais, malheureusement, aujourd'hui, le fait d'avoir fait cet appel à la formation de groupes de vigilance, nous n'avons pas tenu compte de certains aspects, parmi lesquels le groupe de Wazalendo aujourd'hui sont considérés comme deux groupes, ou soit deux types. Ces deux types, le premier type, c'était des anciens groupes armés, groupes Maïmaï, qui se sont amendés ou qui se sont rendus aux FARDC pour se dire nous voulons, selon nos objectifs de résistance et de protection de nos terres, de nos communautés, nous voulons aujourd'hui aider les pays à faire face à l'agression rwandaise, comme cela fut le cas pendant les 30 dernières années avec l'Ouganda. Dès l'entrée de l'ennemi, tous ces gens se sont mis ensemble. Oui, ils se sont mis ensemble, effectivement, pour faire face à l'envahissement. Oui. Et ils devraient bénéficier directement ou indirectement de l'accompagnement du gouvernement. Le deuxième groupe, c'était le groupe des civils. Des civils qui n'ont jamais touché les armes, mais qui se disent, à travers cet appel, nous voulons aussi accompagner notre armée dans l'objectif de faire respecter l'article 63 de la Constitution, oui, qui parle de la défense de la nation lorsqu'elle est menacée. Comme si je peux le paraphraser ainsi, tout Congolais a le devoir
de défendre l'intégrité du territoire lorsque ce dernier est menacé ou attaqué par des pays agresseurs. Comme c'est le cas aujourd'hui. Comme c'est le cas aujourd'hui. Oui. Et ces jeunes-là sont des jeunes très disciplinés. D'autres ont fini à l'université ici et se sont dit, nous, après avoir gagné cette guerre, nous aurons la possibilité d'être réintégrés dans la communauté. Ce ne sont pas des jeunes à confondre avec les groupes armés ou les anciens groupes armés. Parce que, avec même les rapports qui sont en train d'être publiés au niveau international, disant que les Ouazalendo sont responsables de plusieurs violations des droits de l'homme. Et c'est de là que revient maintenant le communiqué du gouvernement provincial en disant que de tels rapports risquent de ternir l'image non seulement de l'armée, mais aussi de ces jeunes Ouazalendo qui sont en train de nous aider. C'est vrai, il y a des brebis galaises. Le gouvernement répondait indirectement. Indirectement, c'est une réponse à ces rapports qui sont en train d'être publiés. Oui. Parce que nous savons très bien que dans la ville de Goma ici, quand vous avez cette question, il y avait déjà une criminalité à outrance, où il y avait des groupes de 40 voleurs, oui, comme on prétendait le dire. Il y avait même des voleurs à main armée qui opéraient avec armes et des munitions et dont la population ne savait pas comment s'en prendre. Oui. Est-ce que ces gens-là, aujourd'hui, après cet appel, se sont constitués à des groupes de Ouazalendo pour tenir le nom des Ouazalendo qui se battent aux côtés des FARDC? Il y avait encore un autre phénomène du vol avec la moto. Oui. Le gouvernement provincial avait pris une mesure d'interdiction de circulation, oui, des motos à partir de 19h ou de 18h carrément. Mais est-ce que toutes ces mesures ont eu cet accompagnement, ont eu les commissions de suivi pour se rassurer effectivement que ça apporte des résultats? On peut bien prendre des mesures, mais si on n'a pas les mesures d'accompagnement, en tout cas, ces mesures vont souffrir d'aucun résultat vis-à-vis de la population. Et malheureusement, aujourd'hui, l'ennemi peut même s'en servir de l'utilisation abusive de ces noms de Ouazalendo pour commettre des embuscades dans la ville. L'ennemi était en train aussi de se préparer en conséquence pour actualiser ses stratégies. Oui. Voilà pourquoi à un certain moment, on disait qu'il est en train de créer ses propres Ouazalendo. Alors pour se rassurer qu'il y a les vrais Ouazalendo sur les lignes de front, ça ne peut plus, on ne peut plus attendre parler de Mouzalendo dans une ville comme Goma. Ça, c'est le gouverneur qui le demande dans son communiqué. Ne pensez-vous pas qu'il répond ou disons qu'il ajuste un tout petit peu les tirs pour ne pas tomber dans les pièges, surtout avec les ennemis qui aujourd'hui s'adaptent aussi aux différentes stratégies qu'on a mises en place? Oui, vous avez tout à fait raison par rapport à cette question, parce qu'il n'y a pas même 3 mois encore, le gouverneur avait pris la même mesure, oui, en interdisant tout Mouzalendo de circuler avec une arme. Oui. Les Mouzalendo qu'on peut appeler encore les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, qui sont les résistants, qui sont des patriotes. En réalité, un vrai patriote ne peut pas faire du mal à son pays. Un patriote, c'est quelqu'un qui les défend. Oui. Il ne peut pas non plus faire du mal à ses semblables, notamment ses concitoyens. Et ici, il y a maintenant ce que nous pouvons appeler le sabotage de la mesure de l'autorité. Et ce sabotage, moi, je pense qu'il proviendrait toujours de l'ennemi, parce que l'ennemi veut à tout prix instiguer ou inciter la population à ce qui est ce qu'on appelle la désobéissance. Pourquoi voir l'ennemi toujours à l'extérieur? Oui, l'ennemi, effectivement. Vous savez, l'infiltration, l'espionnage font partie des stratégies militaires, oui, les plus accrues. Oui. Et l'ennemi, nous savons qu'il ne dort pas, parce que comme il a eu du mal à prendre Goma par les armes, il faut maintenant qu'il passe par plusieurs autres mécanismes, plusieurs autres stratagèmes, et c'est ce qu'il est en train d'utiliser aujourd'hui. Parce que l'insécurité ou la criminalité qui secoue la ville de Goma aujourd'hui est injustifiée. Injustifiée pourquoi? Parce que toute la logistique militaire aujourd'hui est basée à Goma. Tous les policiers qui étaient basés à Rutshuru, à Masisi, à Nyiragongo, aujourd'hui ont pris les replis à Goma. Et oui, nous espérons qu'ils sont bien contrôlés. C'est-à-dire Goma devrait être la ville la plus sécurisée avec les effectifs de police bien installés. Pourquoi? Parce que tous les policiers de Masisi, sont à Goma. Oui. Tous les policiers de Rutshuru et de Nyiragongo sont à Goma. Les militaires qui étaient basés dans les positions de Masisi et de Rutshuru sont maintenant à Goma. C'est-à-dire Goma étant surmilitarisé devient être plus sécurisé que toute autre ville. Que toute autre ville. Malheureusement, c'est le contraire. Raison pour laquelle j'ai dit. Est-ce que cette insécurité... La ville, elle est tellement... Maintenant, je vais vous parler politiquement. Oui. Politiquement. Est-ce que cette insécurité est une stratégie de pouvoir maintenir l'état de siège? C'est une stratégie de faire appel à la communauté internationale en disant que nous sommes sous tension et que vous ne devez pas nous lâcher, parce que si vous nous lâchez, Goma tombe.
pour les cas d'espèce, voici comment est-ce qu'on est en train de voir les embuscades, les incursions dans la ville, les incursions dans les camps. On est en train même de tirer et de jeter des bombes dans des camps de déplacés. Donc c'est une manière de laisser la ville en alerte pour que ça attire l'attention de tout et chacun. Ça fait partie des stratégies. Et ici, moi je pense que le gouvernement devrait revenir au bon sens. Parce que ce communiqué tel qu'il est publié devrait être fait en amont. En amont, c'est-à-dire, le gouvernement ne devrait pas se plaindre qu'il y aurait des faux ou des vrais Ouazalendo. Nous devrions avoir des mécanismes d'abord au niveau des recrutements. Il devrait y avoir un certain nombre de conditions pour être Mouzalendo, pour être évalué Mouzalendo. Ce n'est pas pour le simple fait d'être indigné, d'avoir une colère et du coup on te dit tu deviens Mouzalendo. Sans pour autant te dire les comportements, sans pour autant te dire ton passé, qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce que tu as été. Peut-être que tu as déjà été baigné dans plusieurs salles besognes, dans des avenues, tu as engrossé des femmes, tu étais voleur, tu étais l'autre fois à la prison centrale, tu es un repli de justice par exemple, tu es un évadé. Et du coup, tu te dis, pour me couvrir aujourd'hui, j'ai rejoint un groupe de Ouazalendo et on va m'accepter parce que nous sommes dans une situation d'insécurité. C'est que vous n'acceptez pas. C'est ce que nous n'acceptons pas. Parce que ça va dans le sens de pouvoir ternir l'image de Ouazalendo qui apporte un soutien massif au FARDC aujourd'hui, sans lequel peut-être Goma serait déjà tombé, avec ce soutien populaire de dénonciation que nous faisons jour et nuit. Et moi, je pense que le gouvernement doit être très prudent et très strict. Parce que l'infiltration qu'il y a, qu'il soit au sein de l'armée, ça ne peut pas manquer au niveau des Ouazalendo qui ne sont que des simples civils qui se réorganisent. Qui n'ont pas aussi des matériels sophistiqués pour détecter tout ça. Alors, pour revenir, parce que ça nous reste peu de temps pour finir cette émission, moi je pense qu'on va revenir au bon sens. Au bon sens, c'est-à-dire passer en revue à un contrôle physique de ces groupes Ouazalendo. Faire appel à tous leurs leaders. On devrait commencer par là, Christophe. Voilà, malheureusement, on est déjà dans les faits. Lorsqu'on a fait appel, on a lancé cet appel patriotique pour qu'ils viennent nombreux défendre leur pays, on tenait par compte même de cet enregistrement. Aujourd'hui, on ne sait pas. Non. Ils sont nombre de combien les Ouazalendo. Nous étions dans une situation de guerre. Oui. Et dans une situation de guerre, tout est d'abord important pourvu qu'on la gagne. Mais aujourd'hui, ça nous rattrape. Aujourd'hui, ça nous rattrape, bien sûr, mais ce n'est pas encore fini. Et comme un État, nous devons avoir des mesures adaptables ou d'adaptation directe pour nous retrouver et remobiliser encore ces Ouazalendo. Parce que lorsque l'image des vrais Ouazalendo est ternie ici, il risquerait aussi d'être découragé en se disant nous avons tout un avenir à préserver devant nous. Et aujourd'hui, on commence à être publié dans des différents rapports alors que nous y sommes pour rien. Ce sont des oiseaux de mauvaise augure qui risqueraient les fortifie encore une fois. Ça dépend. Oui. Ça dépend. Mais moi, j'ai dit de ceux-là qui voudront revenir, par exemple, à la réinsertion sociale pour continuer leur vie normale et poursuivre leurs objectifs. Parce que là, c'est justement une situation circonstancielle où ils doivent aller aider la patrie et revenir un peu après. Il y a d'autres qui voudront peut-être continuer au sein des FARDC. Mais moi, je pense que nous avons besoin d'avoir une armée forte, une armée professionnelle dans laquelle il n'y aura pas des gens qui auraient déjà été sanctionnés, qui ne pouvaient pas peut-être aller bénéficier de bourses pour aller faire des formations dans des meilleures écoles militaires au monde. Nous voulons qu'il y ait cette armée-là. Mais aujourd'hui, avec des différentes sanctions, même lorsque nous voulons aller solliciter des formations de nos militaires, on risquera d'écarter certains en disant vous êtes déjà publié ou trempé dans une affaire de violation des droits de l'homme, des crimes de guerre ou crimes contre l'humanité. Et ça n'aidera pas notre armée à être encore cette armée efficace, professionnelle et dissuasive. Donc pour moi, ce que je pourrais dire enfin... Oui, tout en pas conclure, hein, tout en proposant aussi, parce que c'est vrai, c'est très important. Il y a des mesures qui sont prises, mais ce qui nous manque, vous l'avez justement signalé au début de cette émission, les mesures d'accompagnement. Parce que c'est bien bon de dire... Nous stoppons, nous allons tenir compte de ces vrais Ouazalendo qui sont avec les FARDC sur la ligne de front. Mais qu'est-ce qui est mis en place comme mesure d'accompagnement? Entre autres, la prise en charge de ces Ouazalendo. Même ceux-là qui sont sur la ligne de front. Ça a été inclus justement dans les communiqués, mais ça pose toujours problème. C'est toujours les cas où on les met dans les déclarations. Est-ce qu'il y a un budget pour ça? Voilà. Est-ce que c'est budgétisé? Est-ce que ce budget reviendrait
au niveau national ou au niveau provincial. Voilà la question. Voilà autant des questions qu'il faut se poser. Et moi, je pense que ces Ouazalendou devraient être prises en charge beaucoup plus par le gouvernement provincial que par le gouvernement national. Parce que c'est au moins ici où nous pouvons savoir comment les gérer, parce que ce sont des avoirs qui viennent de certaines familles ici que nous connaissons très bien. Et ça peut nous permettre de les contrôler physiquement. Et même lorsqu'il s'agit d'un cas de décès, on saurait comment est-ce que nous pourrions remettre soit le corps à la famille pour les obsèques, soit ça se fait de manière officielle au niveau de l'État, et ça nous permet d'avancer. Donc pour moi, j'aimerais à ce que l'on revoie les recrutements des Ouazalendou. Parce que parmi eux, dans les rapports des Nations Unies, on a cité les recrutements d'enfants. Donc nous devons tenir compte de l'aspect âge. Ça doit être de plus ou moins 18 ans, révolu, et pas moins. Parce qu'avec notre législature, et enfin, toute personne de moins de 18 ans, qui n'a pas encore atteint l'âge de la maturité ou d'un citoyen. Nous devons également tenir compte de poids en termes de poids physique de son corps. C'est-à-dire quelqu'un qui a moins de 55 kilos, c'est très difficile qu'il... Vous lui donnez une arme. Vous lui donnez encore toute une arme. Vous savez, lorsqu'une arme, lorsque ça crépite, comment est-ce que ça fait trembler le corps, et ça peut avoir des conséquences génétiques. Il faut voir aussi le niveau d'instruction. De la discipline, le niveau de l'éducation de base au sein de sa famille. Parce qu'on dit que l'armée... La discipline, c'est la mère des armées. Et nous sommes dans ce contexte-là où notre armée avait été clochardisée, notre armée avait été dénigrée, humiliée. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'une armée où il y a vraiment le respect des droits de l'homme, de la dignité humaine, mais aussi de la sacralité de la vie. C'est-à-dire, un militaire n'est pas un extraterrestre. C'est quelqu'un qui doit comprendre qu'il fait face ou qu'il protège ses propres frères, ses propres sœurs. Donc, un militaire ne peut pas retourner contre ses frères. Et malheureusement, ce que nous sommes en train de voir, nous nous disons, est-ce que ces militaires comprennent qu'ils vivent en dépend de la caisse nationale qui est mobilisée ou qui est financée par les contribuables. Je comprends bien, nous avons... Le dernier élément, c'est l'initiation préliminaire aux notions des droits de l'homme. Mais aussi les notions de l'éducation civique et morale, la citoyenneté. Et enfin, ce que je peux encore revenir, c'est au niveau d'encadrement. Ces militaires doivent être encadrés. Ils doivent avoir un commandement spécial pour eux. Pas seulement leur chef, avec, c'est de la question, mais de véritables instructeurs qui pourraient leur donner... L'État intervient aussi. Je ne sais pas si c'est avec le ministère de la Défense. C'est effectivement le ministère de la Défense qui le fait. Parce que tout ce qui cadre avec l'armée, les patrons, c'est le ministère de la Défense. Les autres, là, l'état-major général, c'est l'aspect technique et stratégique de l'armée. Les autres éléments, c'est la prise en charge, comme nous l'avions dit ici. Mais aussi, nous devons définir le nombre. Parce que les Ouazalendou ici ne connaissent pas quel est le nombre que nous voulons et quel est le nombre que nous avons. Tout en sachant que parmi eux, il y a ceux qui peuvent mourir. Il y a ceux qui sont encore en cours de formation. Et toutes ces conditions-là, nous devons les réunir pour nous rassurer effectivement que le nombre de réservistes voulus sera en train d'être atteint par rapport au vide de ceux-là que nous serons en train non seulement de perdre sur le champ d'honneur, mais aussi ceux-là qui seront en train de quitter, de se faire désarmer pour aller rejoindre la vie normale. Merci beaucoup. Voilà en ce qui concerne mon analyse autour de cette question, parce qu'il y a aussi des questions de prise en charge, comme vous l'avez dit, la nourriture, parce que s'ils ne sont pas bien nourris, ils risqueraient toujours d'aller tracasser, aller rançonner et consommer. Ils doivent avoir de bonnes tenues. Chez nous, nous ne savons pas quelle est la véritable tenue réservée aux Ouazalendou et celle des FARDC. Même des FARDC, c'est ça aussi, parce que des fois, on voit avec les anciennes tenues des FARDC. Il y a une confusion. Et aussi, les Ouazalendou ne sont pas ici pour combattre. Ils sont en accompagnement des FARDC. C'est-à-dire les FARDC, c'est le contraire. C'est eux qui sont devant. Ça ne peut pas se faire comme ça. Observe le cessez-le-feu ou la Mon cher, quelqu'un qui vient te soutenir, vous ne pouvez pas lui mettre en avant-plan. Il est toujours au second plan. Et vous nous dites, vous êtes un soutien. On ne vient que soutenir quelqu'un qui est en difficulté. Vous voyez? Donc ça ne devrait pas se faire comme ça. Merci beaucoup, on ne doit pas laisser cette guerre entre les mains de Ouazalendou. La guerre est dans la responsabilité des forces armées de la RDC et le Ouazalendou ne vient qu'en soutien. Mesdames et messieurs, on ne conclut... Bon, permettez, je voulais dire jamais, mais on ne conclut toujours pas avec Christophe parce qu'on va revenir prochainement pour d'autres questions. Ça fait toujours partie de cette série d'émissions
qu'on a entamé la gouvernance sécuritaire. Voilà, ça continue, mesdames et messieurs. Le gouvernement provincial qui prend des mesures justement pour trouver aussi une issue favorable avec le phénomène Ouazalendo. Aujourd'hui, les voix s'élèvent pour dire que les Ouazalendo sont en train de tracasser les gens. En ce qui concerne l'insécurité urbaine qui devient aussi grandissante en ville de Goma. Mais les vrais Ouazalendo, parce que c'est un phénomène qui a vu le jour par rapport à cette guerre d'agression. Donc, ils doivent être sur les lignes de front, comme le gouverneur a été clair justement dans son communiqué. Christophe vient de donner aussi vient d'ajouter un élément très important concernant les mesures d'accompagnement. Ça ne sert à rien de toujours parler d'Ouazalendo, les renvoyer, disons, les amener sur les lignes de front sans pour autant tenir compte des mesures d'accompagnement. Entre autres, la prise en charge efficace. Ils doivent se sentir aussi à l'aise, mais également la formation. Parce que tout ça, ça entre justement en compte. On doit prendre tout ça en considération pour que les résultats soient meilleurs. Mesdames et messieurs, on va se retrouver prochainement. J'ai dit merci à Christophe d'avoir accepté encore une fois d'avoir accepté d'échanger avec nous toujours sur Gay l'Afrique Télévision. On va se retrouver prochainement. Voilà, mesdames et messieurs, abonnez-vous, commentez, partagez. Nous avons besoin aussi de votre point de vue parce que je sais que vous êtes nombreux, vous aimez les Ouazalendo. Vous pouvez leur donner aussi des orientations pour qu'ils demeurent ces citoyens engagés pour les retours de la paix dans l'est du pays.